Reçu à l'hôtel de ville de Sarajevo, l'archiduc François-Ferdinand vient d'échapper à un attentat à la grenade. Quelques dizaines de minutes plus tard, 2 balles et l'Europe bascule dans la guerre mondiale. Le 28 juin 1914, Gavrilo Princip, étudiant nationaliste serbe de 19 ans, vient d'assassiner l'héritier de l'Empire austro-hongrois. Dans les journaux viennois et allemands, c'est le gouvernement serbe qui a fourni l'arme. L'Autriche, grande puissance, ne peut laisser cet acte impuni. 1 mois plus tard, elle déclare la guerre à la Serbie, petite nation insoumise, protégée par la Russie. S'enclenche alors l'engrenage infernal des alliances. D'un côté, Autriche, Allemagne et Italie. De l'autre, Russie, France et Royaume-Uni. Prise en étau, l'Allemagne, alliée de l'Autriche, décide la mobilisation générale de son armée. Le 1er août 1914, elle déclare la guerre à la Russie, puis à la France, 2 jours plus tard. Par la mécanique des alliances, des empires et des colonies, la guerre devient automatiquement mondiale. Par bateau, à cheval, en vélo, à pied. Des 5 continents, des millions d'hommes accourent. Ils partent joyeux. Pour tous, la guerre est légitime et elle sera courte. Mais dès le 3 août 1914, l'Allemagne envahit le Luxembourg et la Belgique. Son plan, contourner la défense française et l'écraser rapidement pour se concentrer sur la Russie. Mais les Belges résistent 15 jours. Le 20 août, le petit pays tombe aux mains des Allemands. Ils foncent vers Paris, une progression fulgurante et extrêmement meurtrière. Le 22 août 1914, ils abattent 27 000 soldats français. Ce fut et reste le jour le plus sanglant de l'histoire de France. Le 2 septembre, les forces allemandes ne sont plus qu'à 45 km de la capitale. Si les Français reculent davantage, Paris sera perdu. Le 7 septembre 1914, 6 000 soldats, toujours en pantalon rouge et sans casque, sont déposés au front dans ces taxis réquisitionnés. La contre-offensive est lancée. Les aviateurs français ont repéré un retrait des troupes du front allemand. Enivrée par son succès, l'Allemagne a démobilisé 2 de ses armées pour les envoyer sur le front oriental. Une brèche inespérée d'une 30aine de kilomètres. Français et Britanniques s'engouffrent, c'est la bataille de la Marne. Sur 225 km de ligne de front, les 2 camps découvrent alors la guerre industrielle. L'armée n'avait jusqu'ici mesuré la puissance colossale des armes nouvelles. Les hommes tombent par dizaines de milliers chaque jour. Le 10 septembre, les Allemands n'avanceront plus. L'artillerie des Alliés n'est pas assez puissante pour faire reculer l'ennemi jusqu'à la frontière. La guerre de mouvement se transforme en guerre de position. Pour survivre, les armées s'enterrent fiévreusement. Und das war eine ganz normale Selbstschutzreaktion der Soldaten, die in Granattrichtern Deckung suchten, die sich versteckten. Und aus diesem Selbstschutz kam dann im Grunde genommen dieses Verteidigungssystem mit Verbindungsgräben, mit Quergräben, ein tief gestaffeltes Grabensystem. Und diese Gräben, das sind nicht nur einfach Schützengräben gewesen, sondern das ist eine Unterkunft gewesen für die Soldaten. Après la bataille de la Marne, les armées s'immobilisent. Reste le nord, espace libre à conquérir. S'engage alors une course à la mer. À chaque fois, le même choc frontal de millions d'hommes et de métal. La ligne des tranchées s'allonge en continu. Elle se fixe le 11 novembre 1914, de la Suisse à la mer du Nord, sur 800 km. 5 mois après le début de la Grande Guerre, guerre qui devait être éclair et qui s'éternise, les soldats ont perdu tout espoir de rentrer pour les fêtes. Mais à certains endroits du front, l'incroyable se produit. Le soir de Noël, dans les tranchées allemandes, ce ne sont plus les canons qui retentissent, mais le chant des soldats. Spontanément, Allemands et Alliés fraternisent. Les ennemis s'échangent cigarettes, friandises, alcool. Ils jouent au ballon. Acte héroïque pour les uns, traîtrise pour les autres. Quelques heures plus tard, le déluge de feu reprend. Depuis l'hiver 1914, Français et Allemands maintiennent leur position.
En sous-main, les états-majors élaborent la manière de porter le coup décisif. L'armée allemande attaque la première. Elle opte pour Verdun en février 1916. Le site est sur la route de Paris. Il est mal défendu. À la veille de l'attaque, les Allemands massent 150 000 hommes et 1200 pièces d'artillerie. Face à eux, 30 000 Français et 250 canons. Pendant 300 jours et 300 nuits, 26 millions d'obus s'abattent sur Verdun et les alentours. Les hommes sont tués debout, presque immobiles dans leurs tranchées pleines de boue et de sang. Une boucherie pour un résultat militaire nul. Les Français ont résisté pied à pied. Les troupes allemandes sont refoulées sur leur position de départ. 300 000 hommes ne se relèveront plus. L'engagement des armées est alors total. Le nombre de pays belligérants s'accroît. Les théâtres de conflit se multiplient, dans les airs, sur la mer. Mais c'est sur terre que le destin de la guerre se joue. La France, prise dans la tourmente de Verdun, a dû confier le commandement aux Britanniques pour la gigantesque offensive sur la Somme, qui devait être pour la première fois commune. 6 jours plus tôt, du 24 au 30 juin 1916, des orages d'acier britanniques pilonnent en continu les positions allemandes. Le plus long bombardement jamais réalisé. On a tellement bombardé depuis quelques jours le front de la Somme qu'on est persuadé qu'il n'y a plus personne de vivant en face. C'est pour ça que l'on monte à l'assaut le fusil à la bretelle, on tape dans des ballons, on imagine qu'il n'y a plus personne en face. Sauf que les Allemands, ils ont creusé des abris souterrains bétonnés parfois à 10 mètres de profondeur, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu tant de pertes que cela. Et quand cela ne bombarde plus, eh bien, ils remontent et ils installent leurs mitrailleuses. Et là, c'est le grand massacre. Une véritable catastrophe nationale pour les Britanniques. Les Allemands, eux, n'ont perdu que 6 000 hommes. En septembre 1916, cette fois les chars sont de la partie. Mis au point par les Britanniques, ils sont utilisés pour la première fois au monde. Ces tout premiers prototypes de 28 tonnes n'ont cependant pas l'effet escompté. La bataille de la Somme prendra fin le 18 novembre 1916. Sans vainqueur, ni vaincu. Le bilan militaire est à nouveau quasi nul. Seuls quelques kilomètres grappillés vers l'est. Mais les pertes humaines sont considérables. Britanniques, Français, Allemands, plus d'1 million de morts en moins de 5 mois. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. 1917 arrive, la lassitude, l'usure s'installe. La France est à bout de force. On est tous condamnés, on est des sacrifiés. Mais les états-majors s'obstinent. Le 16 avril, ils lancent une nouvelle offensive massive en Picardie. Le chemin des dames n'est pas la plus grande bataille de la Grande Guerre ou le plus grand massacre de la Grande Guerre, mais c'est le massacre de trop. C'est 100 000 pertes, 40 000 morts, et donc si elle occupe une place dans notre mémoire, c'est parce que à un moment donné, les soldats, après cette bataille, ont dit stop. Il y a ces fameuses mutineries des poilus qui disent on veut bien mourir, d'accord, mais mourir pour rien, ça, non, on en a assez. Le massacre du chemin des dames provoque la pire crise morale qu'ait connue l'armée française. De plus en plus de soldats refusent de finir en chair à canon en première ligne. Ils se mutinent par dizaines de milliers. Une cinquantaine en paient le prix fort, exécutés pour l'exemple par leurs propres frères d'armes. Cette même année, alors que les Français ont atteint leur limite de résistance, les Américains, jusqu'ici neutres, entrent dans le conflit. Les sous-marins allemands ont coulé 35 de leurs navires. Les jeunes soldats débarquent en France. C'est la première fois que les États-Unis s'engagent dans un combat à l'extérieur de leur pays. Une implication décisive sur ces derniers mois de guerre, où tout se joue sur le moral, le matériel, le ravitaillement, le contrôle des routes maritimes et des ports. Pour les Allemands, il y a urgence. Entre mars et juin 1918, ils perdent 1 million d'hommes. Leurs bataillons sont réduits des 2 tiers. Dans un suprême effort,
leur haut commandement joue son va-tout et lance 5 offensives. Jamais les armées alliées ont été aussi près de la défaite, mais mieux coordonnées, elles résistent. Fin septembre, les Allemands jettent l'éponge. Germany collapses because it's under pressure on several fronts, and it's under pressure at home, and it's under pressure on the battlefield. Ils ne peuvent plus se nourrir, ils n'ont plus assez d'essence, ils n'ont plus assez de fer, ils n'ont plus assez d'ouvriers, ils n'ont plus assez de soldats. Der Krieg ist endgültig verloren, als die deutsche Frühjahrsoffensive 1918 scheitert, als über 2 Millionen Amerikaner in Frankreich kämpfen. Die Gegenoffensiven der Alliierten ab Juli 1918 werden erfolgreich und damit ist der Krieg im Sinne einer Unmöglichkeit, ihn weiterzuführen, und beendet. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 à 5h15. En pleine forêt de Compiègne, les Alliés et une délégation allemande réunie dans ce wagon-restaurant actent la fin des combats. Une défaite sans capitulation de l'Allemagne. 10 millions de morts, mais pour tous, cette guerre devait être la der des der.